L'économie ivoirienne, souvent présentée comme l'une des plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, cache pourtant de nombreux défis. Derrière les chiffres de croissance, qu'en est-il réellement du pouvoir d'achat, du chômage, de la dette ou encore des inégalités sociales? Dans cette vidéo, nous passons l'économie de la Côte d'Ivoire au scanner pour comprendre ses forces, ses faiblesses et ses perspectives d'avenir. Nous analysons les secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures, le numérique et l'investissement étranger. Nous abordons aussi les obstacles, inflation, corruption, dépendance aux matières premières. Une analyse claire, accessible et approfondie pour mieux comprendre où va l'économie ivoirienne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos décryptages économiques et politiques en Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès économiques et que l'économie nationale se porte bien? Des progrès, peut-être qu'il y en a eu. Est-ce que l'économie se porte bien? Pour moi, économiste et statisticien de formation, j'ai des réserves. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le concept de la croissance pro-pauvre. C'est-à-dire, c'est une croissance qui, à contrario, génère de la pauvreté. Il y a certains indicateurs qu'on peut regarder pour apprécier le niveau de la croissance et est-ce que ça a un impact sur la population. Premier élément déjà, vous voyez, quand vous prenez, parce que quand on entend les communicants du parti au pouvoir, ils aiment bien prendre la période 2011 jusqu'à 2025. Quand vous prenez le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire, il n'a fait que s'accroître sur cette période-là. Ça veut dire la chose suivante, on dépense plus qu'on ne on encaisse de revenus. C'est ce que ça veut dire le déficit budgétaire. Donc ça n'a fait qu'augmenter à travers le temps. L'autre chose à laquelle on peut se rapprocher, et malheureusement, lorsqu'on écoute certaines personnes qui défendent ces thèses-là, on vous dit l'économie se porte tellement bien que le FMI nous a fait une facilité. Vous avez pu entendre ça. À cela, je dis, bon, soit on fait preuve de mauvaise foi ou soit on ne sait pas de quoi on parle. Parce que le FMI, c'est ce qu'on appelle un prêteur en dernier ressort. Ça veut dire la chose suivante. Lorsque vos conditions macroéconomiques ne sont pas du goût des investisseurs classiques, on a ce prêteur en dernier ressort là qui est le FMI qui vient vous donner des facilités. C'est ce que ça veut dire. Et ça s'accompagne d'une batterie de mesures, en général austères, donc qui vont déboucher sur l'annulation d'un certain nombre de subventions dans les secteurs clés de l'économie. Vous avez pu voir ces dernières années l'augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité. On a parlé même du mètre cube d'eau qui devrait augmenter. Et ce sont ces éléments-là qui touchent les populations les plus vulnérables de la société. Mieux encore, selon l'autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui dit qu'en Côte d'Ivoire, en moyenne, on a des déperditions de 1400 milliards de francs CFA grevés par la corruption chaque année. 1400 milliards de francs CFA, ça représente à peu près 10% du budget de la Côte d'Ivoire. Si on pousse plus loin la réflexion, 1400 milliards de francs CFA, ça représente un peu plus du tiers du service de la dette du pays. Donc, quand vous prenez tous ces éléments, vous avez l'impression de toucher une réalité qui est en total déphasage de tout le narratif amélioratif qu'on nous présente. C'est pourquoi il y a lieu donc de s'inquiéter. Parce que lorsque vous vous promenez dans la rue, vous voyez de la misère. Vous voyez des personnes déguerpies, sans plan de relocalisation, alors que si on a un pays qui se porte bien financièrement, on peut quand même trouver un plan de relocalisation de ce genre de personnes-là. Souvenons-nous, le président Alassane Ouattara, on fait attention parce que le procureur a dit qu'on ne devait pas dire certaines choses. En 2016, il parlait, par exemple, le 1er mai, je me souviens très bien, qu'il allait libéraliser, parce qu'il a vu la souffrance des populations, je pense, il a dit qu'il allait libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité. C'est le président lui-même qui l'avait dit. Nous sommes aujourd'hui 2016 à 2025, ça fait 9 ans plus tard, cette mesure-là n'a pas eu lieu. Alors que le président lui-même avait indexé le fait que les populations vivaient dans la pauvreté, c'est pourquoi il suggérait cette mesure-là. Donc, mon cher Alassane, aujourd'hui, nous, on a des réserves.
sur la prétendue santé financière de la Côte d'Ivoire. Le président l'a lui-même comparé au paradis dans l'un de ses discours, que la Côte d'Ivoire, c'était le paradis. Pourtant, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui exportent le plus, permettez-moi l'expression, d'immigrants clandestins. Et ça dénote de la paupérisation qu'il y a dans ce pays-là. Alors ça, par contre, des experts se sont prononcés sur la question et ont dit notamment qu'il y avait donc une fraude sur la nationalité ivoirienne qui pourrait donc justifier le fait que la Côte d'Ivoire est présentée par exemple comme deuxième demandeur d'exil j'aime bien cette, en France, par exemple. J'aime bien cette analyse de ces soi-disant experts, comme vous dites. Mais l'autre problème que ça relève, ça veut dire qu'on a une faiblesse institutionnelle à garantir l'authenticité de nos papiers. C'est ce que ça veut dire. Parce que se cacher derrière le fait que les gens fraudent la nationalité ivoirienne, fraudent les passeports ivoiriens, mais en réalité, ça nous permet de nous regarder dans le miroir et de dire, attention, ça veut dire qu'en interne, on peine à pouvoir authentifier, sécuriser nos documents. Très bien. Alamine Fofana n'est pas encore intervenu. Permettez-lui d'en dire un mot. Au début de ses propos, c'est une question que je voudrais poser à Franck-Stéphane Dédi. Il dit qu'entre 2011 et 2025, le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire n'a fait qu'augmenter. Donc je voudrais savoir, Awa Melo, président de la République, qu'est-ce qu'il fait? On arrive à un excédent budgétaire ou bien comment il gère cette question? Quel est l'idéal pour vous par rapport à cette question? Très bien. Tous les pays au monde cherchent à réduire le déficit budgétaire. Et comme je disais, si on part dans son acception définitionnelle, le déficit budgétaire, c'est-à-dire on va dépenser moins et augmenter nos sources de revenus. Et dans l'un de ces programmes, c'est ce qu'il appelle d'avoir une souveraineté économique et financière, afin de bâtir de véritables champions nationaux qui nous permettent de pouvoir exporter plus qu'on importe et ainsi donc de pouvoir rétablir la balance budgétaire du pays particulièrement. Pour arriver à un excédent? Éventuellement. Non, c'est là que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes. Parce qu'un pays n'est pas une entreprise. Quand on soit en situation de déficit budgétaire ou en situation d'excédent budgétaire, aucune de ces deux situations n'est satisfaisante. Parce que d'abord, il faut rappeler que le budget est voté en équilibre, ça c'est un. Donc la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Le bonheur des populations est assuré par des politiques publiques qui sont des initiatives à mettre à court et moyen terme pour atteindre des objectifs bien précis. Ces politiques publiques-là se mutent en finances publiques. Donc, si on a 100 000 en matière de dépenses, on doit avoir 100 000 en matière de recettes. Donc, une collectivité territoriale ou bien un pays qui, après gestion budgétaire, a 100 000 et vous n'utilisez que 80 000 et vous dites que vous avez fait un excédent budgétaire de 20 000, ce n'est pas une situation de bonne gouvernance non plus. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que... Parce qu'il y a toujours des problématiques. Même quand souvent je vois des mairies qui s'attaquent d'avoir fait un excédent budgétaire, comment on peut faire un excédent budgétaire dans un pays où il y a encore beaucoup de problématiques, où encore les gens vont accoucher en lit, il n'y a pas de place. Donc pour moi, le déficit budgétaire en lui-même n'est pas un problème, ou l'excédent budgétaire en lui-même n'est pas un problème. Mais c'est est-ce qu'on a pu exécuter les politiques publiques qu'on s'est assignées par rapport aux besoins que vivent les populations. C'est tout. Donc même si Awa Melo vient au pouvoir, qu'aujourd'hui, il fait un excédent budgétaire, ce n'est pas une situation satisfaisante parce qu'il y a toujours des choses à faire pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. On ne vise pas une performance de bénéfice en tant qu'un État. On vise une performance d'efficacité de politique publique par rapport à comment répartir rationnellement les finances publiques. Cheikh Oumar Doumbia. Moi, j'aimerais bien jouer à un jeu avec mon frère. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, quel est le SMIC en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Non, je vous demande. Je ne sais pas. Okay. Quel est le SMIC aujourd'hui? 35 000. On va y arriver. Quel est le SMIC aujourd'hui? Dites-moi. Il y a quand même une différence de 40 000 francs CFA. Ce n'est pas rien. Regardons encore, vous aimez les chiffres, c'est vous qui le dites, hein, que tout ce que vous dites est factuel et chiffré. Donc on va aller dans ces mêmes chiffres-là. Alors, vous parlez de déficit budgétaire. Quand le président Ouattara arrive au pouvoir, quel est le budget de la Côte d'Ivoire? Vous êtes factuel, vous êtes chiffré. Non, je vous écoute. Vous connaissez quand même le budget de la Côte d'Ivoire à l'époque, parce que vous étiez au pouvoir. Donc, oui, le candidat que vous défendez, son parti était au pouvoir. Donc, dans cette logique, vous étiez au pouvoir. Donc, quand vous remettez les rênes du pouvoir, quel est le budget que vous avez cédé? Dites-moi, quel est le budget que le parti de votre candidat a cédé au président Ouattara?
Ok, très bien. Je peux répondre? Oui, le budget, je veux juste le chiffre en fait. Non, non. En fait, si on rentre dans Parce ça... qu'aujourd'hui, de 3 000 milliards, on se retrouve à 17 000 milliards. En fait, je comprends la On est position. exactement à 15 000 milliards, 17 000 Et milliards pour de la projection. 2026, oui, d'accord. Je comprends bien évidemment le rôle de l'opposant, mais je trouve encore que c'est très dangereux. Et sous nos cieux, et c'est comme ça que l'instabilité s'installe. C'est pourquoi je suis sensible à cela. L'instabilité s'installe lorsqu'on n'est pas en mesure de dire que oui, il y a des choses à faire, mais voici ce qui a marché. Moi, je trouve que ce n'est pas juste de dire, pour tout ce qui a été accompli pendant ces années-là, de dire qu'il y a peut-être amélioration. Il faut être quand même en mesure de reconnaître qu'il y a eu véritablement amélioration. Et que maintenant, vous avez une autre formule avec d'autres objectifs que vous pensez être mieux pour le citoyen. Et voici notre formule, voici les objectifs, voici ce que nous proposons. Mais alors, lorsque vous... Oui, allez-y, terminez. Lorsque vous rentrez dans cette narrative de tout peindre en noir... Non, ce n'est pas le cas. Ok, donc maintenant, si ce n'est pas le cas, dites-moi ce qui a marché de 2011 à aujourd'hui. Très bien. Ce qui a marché en Côte d'Ivoire de 2011 à aujourd'hui, c'est une augmentation de la corruption. Oh. Ça, vous n'êtes pas revenu là-dessus. Je pense bien. Je peux revenir dessus. Hein. Parce que quand vous citez l'autorité en charge de la corruption, les politiques aiment bien ça. Nous sommes politologues, politistes, donc nous voyons la différence. Quand vous dites corruption, 1400 milliards, donnez-moi la part des irrégularités simplement. Parce que toute corruption, comme on le dit généralement, il y a aussi les irrégularités dans la gestion, qui ne veut pas forcément dire que l'argent a disparu. Non, ce que le rapport de la bonne gouvernance dit, c'est que le manque à gagner en termes de corruption, c'est 1400 milliards. Merci de rectifier et d'ajouter le mot manque à gagner. Parce que ça fait une véritable différence. Mais quand vous le dites corruption tout court, c'est ce qui envenime les populations et les pousse à s'en prendre aux citoyens. Nous ne sommes pas encore on va arriver au grand duel, messieurs. On y arrive. Nous ne sommes pas encore au grand duel, messieurs.